Le statut de l'objet au cinéma n'a cessé de varier au cours du temps. D'un élément purement narratif dans le cinéma classique, qui n'existe que par son utilisation, on passe à une approche plus philosophique avec le cinéma moderne, cinéma qui questionne le monde en refusant la narration. Dès lors, les objets ne peuvent plus être simplement des accessoires narratifs, mais deviennent des moyens pour traduire les interrogations, le trouble des personnages et le mal-être qui les hante. Le nouveau cinéma taïwanais s'inscrit pleinement dans cette approche. En effet, il s'agit d'un cinéma historiquement riche et complexe, au carrefour des traditions chinoises et japonaises, mais qui a su également se laisser influencer par la modernité. Les objets viennent traduire cette complexité en endossant une dimension historique, politique et philosophique. Les objets de la nouvelle vague rappellent le passé tourmenté et refoulé de Taïwan. Il existe ainsi des nuances dans le traitement des objets. Certains se réfèrent à un passé culturel très éloigné et globalement accepté dans la société actuelle, tandis que d'autres font écho à un passé plus proche et plus sensible. Ainsi, dans Confusion chez Confucius, Birdie met en scène un récit qui reprend un thème et un décor traditionnel chinois, avec des tenues, des lampions et des dragons typiques. Ce passé culturel est présenté comme lointain, mis en contraste avec les appareils photo, téléphones portables et autres objets modernes tenus par le groupe d'adolescentes. Les objets traditionnels ne semblent pas porter ici de sens particulier, ils ne fonctionnent que comme décor. En revanche, dans Le Maître de marionnettes, la valeur des objets culturels est différente. En effet, les objets gagnent une dimension politique, voire polémique. Les marionnettes au début du film sont utilisées comme des attractions. Mais d'après le vénérable maître Li, les colons japonais n'acceptent désormais que les spectacles de marionnettes japonais. Or, les marionnettes sont tirées de la tradition chinoise. Elles sont donc transformées en objets de propagande japonaise, et l'objet souligne la tentative de réécriture historique que les Japonais ont opérée dans l'île. Après l'occupation japonaise, Taïwan est repassé sous domination chinoise, et le gouvernement du Kuomintang a alors voulu gommer le passé japonais pour laisser penser que l'identité taïwanaise était une identité purement chinoise, comme si les années de domination japonaise n'avaient pas eu lieu. Les objets viennent alors souligner cette manipulation identitaire. Dans Brighter Summer Day, les katanas que retrouvent les personnages principaux ont été cachés dans des greniers par l'ancienne génération, comme pour les faire disparaître. Mais ces armes typiquement japonaises sont retrouvées par la nouvelle génération, comme métaphore d'un passé, d'une identité qu'on retrouve. Or, cette découverte s'inscrit dans le même temps dans une dynamique de montée des violences entre gangs, elle-même symptomatique d'une crise identitaire de la jeunesse, dont on ne cesse de réécrire le passé. Ce passé sans cesse réécrit va créer des problèmes identitaires, comme le montre cette scène où Ko rejette les objets de communication proposés par son propre fils. Parfois même, les personnages semblent avoir le pressentiment de leur impuissance face à l'histoire en train de s'écrire ou de se réécrire. L'ouverture de la Cité des douleurs oppose deux régimes sonores. La radio, portant des informations historiques, n'est pas écoutée contrairement au cri de l'enfant qui vient de naître. Face à un passé sans cesse mouvant et réécrit, les objets dans la nouvelle vague taïwanaise deviennent le symbole d'une communication impossible ou d'une communication perdue. En effet, le cinéma taïwanais est volontiers taiseux, et il ne s'agit pas d'une forme de pudeur, mais plutôt d'un problème de communication. Dès lors, ce sont les objets qui vont être investis d'une voix, celle qui manque trop souvent aux personnages. Dans Ce jour-là sur la plage, on trouve un exemple savoureux
dans l'usage que le réalisateur fait de la lettre. En effet, celle-ci est normalement le moyen idéal pour mettre au clair ses idées et pour communiquer avec l'autre. Yang détourne l'objet en proposant un quiproquo tragicomique. La maîtresse et la femme reçoivent respectivement la lettre de l'autre. Au-delà de l'aspect comique que n'aurait pas renié à Molière, le traitement de la scène, refusant l'emphase et proposant davantage une confrontation déceptive tant elle est calme, traduit le profond désespoir des personnages. Les cris de colère et les mots eux-mêmes ne semblent plus servir à rien. Les outils de communication sont alors souvent détournés pour mieux montrer les problèmes des personnages. La Rivière met en scène une famille dysfonctionnelle, animée par une très grande tension sexuelle, ce que l'usage de la télévision va accuser ici. En effet, le père est exclu de la sphère sexuelle, mais surgira de façon violente dans la scène d'inceste plus tard, et le fils et la mère ont un rapport contrarié à cette télévision qui diffuse du porno. La mère regarde les images sans aucun affect et le fils n'en entend que le son. Dans les deux cas, la télévision et surtout la pornographie diffusée accusent bien une forme de frustration sexuelle pour les trois personnages que Tsai-Ming Liang résoudra de façon scandaleuse avec l'inceste. On retrouve ce détournement des objets de communication à travers le motif du téléphone. Dans Les Rebelles du Dieu Néon, la cabine téléphonique est ici utilisée non pas pour téléphoner, mais pour se cacher. Dans Le Terroriste, le téléphone est ici valorisé dans une mise en scène, que n'aurait pas renié Almodovar, mais si chez le cinéaste espagnol il doit servir à relier les gens esseulés, il sera un agent de rupture pour un couple, ce que souligne malicieusement Yang en faisant de l'objet une carcasse dysfonctionnelle entre les cuisses de la jeune fille. Dès lors, les objets semblent devenir eux-mêmes personnages, ce que traduit l'architecture complexe proposée dans Les Garçons de Feng Kuei. En effet, dans cette scène, on peut voir une sorte de split screen qui permet de raconter deux histoires à travers les deux fenêtres. Celle de Ha-Ching, qui désire sa voisine en face, elle-même en couple avec un autre garçon. Les fenêtres qui laissent passer le son et une partie des images, la proximité mais en même temps la distance frustrante pour le jeune homme, permettent de traduire avec subtilité mais cruauté l'amour impossible entre les deux protagonistes. Ici, les objets ont à la fois un rôle narratif et symbolique, gênant toute forme d'intimité entre les personnages. Le cinéma taïwanais se fait alors sociologique, puisqu'il montre une société de plus en plus individuelle. Les objets ont perdu leur sens parce que les citoyens ont perdu le sens de leur citoyenneté et du vivre ensemble. Cette difficulté du vivre ensemble s'explique par l'invasion des objets modernes dans une société encore attachée à son passé. En effet, les objets modernes viennent du monde occidental. Les Taïwanais ne sont pas habitués à utiliser ces objets étrangers. On assiste alors à une rencontre de deux cultures. Une première, asiatique et indéfinie, et une culture capitaliste occidentale. De là, les personnages taïwanais se saisissent des objets qu'ils rencontrent, mais se trompent dans leur usage, et les objets utilitaires censés permettre aux hommes de mieux appréhender le monde ne font que l'éloigner de ce dernier. Dans The Hall, les habitants ne peuvent pas sortir de leur immeuble à cause d'une maladie. Ainsi, leur ascenseur n'est plus un moyen de déplacement, mais se transforme en une scène de théâtre en dehors de la réalité. Autre détournement burlesque, le vibromasseur, censé combler la frustration sexuelle, est donné au fils souffrant pour le soulager. Dès lors, les films de la nouvelle vague taïwanaise assument une certaine méfiance par rapport aux objets modernes qui sont très, voire trop facilement détournés en objets du mal. Une batte de baseball, symbole américain par excellence, se transforme en objet de violence. Un compas, outil de connaissance, d'apprentissage, se transforme en objet meurtrier. Les écrans se transforment en moyens de surveillance. Les personnages sont surveillés par des objets et on ne sait pas qui se cache derrière ces écrans. Et ici, avec la cocotte minute, le capitalisme va jusqu'à tuer les personnages. Les films proposent alors une réflexion angoissée sur ces objets trop puissants
en ce qu'ils parviennent à brouiller l'identité des personnages. Dans Le Terroriste, Edward Young met en scène un photographe attiré par une femme qu'il n'a vue qu'une seule fois. Il ne connaît même pas son nom, il a capturé seulement son image, qui n'est pas représentative de la réalité, de la complexité de l'individu, et qui est en plus morcelée. Et les objets finissent par devenir un personnage à part entière du film, plus important que le personnage lui-même, qui le remplace. Les plans larges montrent des personnages entourés par des objets du capitalisme, et les mouvements de caméra eux-mêmes sont plus attirés par les objets que par les personnages. Les mouvements sont plus fréquents mais témoignent d'une hésitation. Qui filmer? L'homme? L'objet? Et quel objet? Dès lors, les corps des personnages deviennent eux-mêmes objets, et plus particulièrement le corps de la femme. Ici, Allison entame une nouvelle relation amoureuse avec le personnage de Hong Kong. Il l'emmène dans son appartement qu'il partage avec 3 colocataires. Allison est vue comme un objet qui appartient à Hong Kong, et même à tous ses amis. Elle n'est plus vue comme une personne à part entière, mais comme un simple corps, un objet utilisable. Mais le réalisateur lui-même n'échappe pas à ce rapport utilitaire au corps. Tsai-Ming Liang reprend presque toujours le même acteur dans ses films, Lee Kang-cheng, qui joue toujours sous le même nom, Xiao Kang, qui a toujours le même père, qui n'est pas nommé, mais il n'est pas le même personnage pour autant. Il n'a pas la même vie, les mêmes amis ou le même but. Dès lors, Lee Kang-cheng devient la matière première de Tsai-Ming Liang, pour interroger ce qu'est un personnage. Comme il n'est qu'un corps, une coquille vide, le réalisateur peut lui faire n'importe quoi, comme une marionnette. Ce qui est intéressant, ce n'est pas comment le personnage est élaboré, puisqu'il l'est peu, mais en quoi des petites variations dans l'histoire peuvent le faire changer, comme si Tsai-Ming Liang se servait de Xiao Kang pour mener des expérimentations. Il est un personnage prétexte pour servir des obsessions, celle de Tsai-Ming Liang. La sexualité refoulée, l'identité incertaine du personnage. 它已经开始具有生命的一般现象。它除了可以思考、计算，它还会成长成一个。Si Tsai-Ming Liang propose à travers les corps devenus objets une réflexion esthétique ou cinématographique, Yang impose quant à lui une approche politique. Dans cette scène, il y a une déliaison entre le son et l'image. Si les images montrent la vie en train d'apparaître, la voix parle d'un jeu vidéo. Cette déliaison vient surprendre le spectateur, qui a un temps de retard, et le pousse alors à s'interroger sur son propre rapport aux objets et aux images. 未来の傾向というのは必ずこうなるに間違いないんですけれども、今まで成功した例がありませんので誰も真似できませんし、皆さんとても心配だと思うんですよ。ただしね、業界をリードするチャンスですし、競争相手がほとんどいないわけです。 Cette interrogation sur le rapport des humains aux objets, s'il traduit des inquiétudes propres à la nouvelle vague taïwanaise, semble pourtant être une particularité qui a traversé l'ensemble de l'histoire du cinéma, sans doute parce que le cinéma prend naissance à partir des objets que sont la caméra ou le micro.